voilà, qu'on ne nous dise plus que c'est Daesh qui a déclaré la guerre à la France. Là, on a la preuve que c'est le contraire. Et je rappelle que ces informations datent de l'année dernière, de 2014. On a la date ici, c'est-à-dire le 19 septembre 2014. Voilà, c'est à ce moment-là que Hollande a décidé d'attaquer l'État islamique, et il commence par l'Irak. Et d'une façon ridicule, en plus, même le journaliste le dit, puisqu'il y a 2 pauvres avions ridicules à côté de ce qu'essayent de faire à l'époque les Américains dans la coalition. Donc on n'a rien demandé au peuple, et le gouvernement de Hollande frappe directement l'État islamique. Je parle de 2014, donc c'est bien la France qui a commencé. Je ne parle même pas des frappes dernières qui ont occasionné plus directement les attentats du 13 novembre, qui ont été effectués le 27 septembre, c'est-à-dire quelques semaines avant, et qui ont frappé la Syrie directement. Voilà. Tant que la France se ridiculisait en frappant l'Irak, le I ne s'est pas décidé à faire un attentat d'envergure sur le sol français. À partir du moment où ils ont touché la Syrie, c'est-à-dire la base centrale de l'État islamique, et en particulier à Raqqa et à Deir ez-Zor, alors là, ils ont commencé à se fâcher, et ils ont organisé l'attentat qu'on a connu. Voilà. C'est ça qu'il faudrait dire. C'est pas à moi de dire ça, je suis pas journaliste télé, je ne peux pas le JT, mais c'est scandaleux qu'on ne rappelle pas cette simple évidence chronologique. Là, on a ça dans le Twitter de l'Élysée même, tu vois. Voilà. Ce matin, à 9h40, nos avions Rafale ont mené une première frappe contre l'organisation État islamique Daesh en Irak. Et puis voilà. Alors, essayons d'écouter Hollande, on va voir comment il se justifie en 2014. Je rappelle, septembre 2014. Ce matin, à 9h40, conformément aux ordres que j'avais donnés, des avions Rafale ont pilonné un objectif et l'ont entièrement détruit. En aucun cas, il n'y a de troupes françaises au sol. Voilà. Il s'agit seulement... Plutôt que de s'inquiéter de savoir s'il y a des civils autour de cet objectif militaire qu'il aurait pu toucher, et il y en a eu évidemment, et alors il y en a encore beaucoup plus eu en Syrie dans les derniers bombardements de 2015, monsieur tient à faire savoir que évidemment, il n'ira pas jusqu'à faire descendre des pauvres soldats français au sol, parce qu'il se serait vite fait décapiter, bien sûr, pour rassurer les familles des soldats français. Quelle indécence. Qui, en liaison avec les autorités irakiennes, en coordination avec nos alliés, permettent d'affaiblir l'organisation terroriste. Je pense qu'il y a toujours des risques à prendre des responsabilités. Je les ai réduits au minimum, ces risques. En revanche, il y a toujours de la grandeur à pouvoir atteindre le terrorisme. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il a agrandi les risques au maximum. On ne peut pas faire plus de risques que ça. Il ne les a pas du tout réduits. En revanche, il a réduit la soi-disant grandeur qu'il y aurait à intervenir contre un État soi-disant terroriste. Ça, c'est sûr. Voilà, il suffirait que TF1 rediffuse ses propres informations d'il y a un an pour que tout s'explique. Et que les Français comprennent pourquoi l'État islamique a frappé il y a 3 jours. Et il le dit à un moment donné, il y a une déclaration où il dit que c'est pour assurer la sécurité de la France. Et il le dit à un moment donné, regarde avant, fais voir. Voilà, c'est ça. François Hollande a confirmé à la mi-journée les premières frappes aériennes contre l'État islamique au nom de la sécurité de la France. Ça fait rire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il frappe l'EI sur son terrain pour assurer la sécurité de la France. C'est exactement le contraire. C'est pour assurer l'insécurité à jamais. Pour l'éternité, il n'y aura plus jamais de sécurité en France. Voilà ce qu'a fait ce con en septembre 2014. Voilà. Alors là, c'est dans le monde Proche-Orient. Là, c'est cette année, donc, voilà, le 27 septembre 2015. Voilà. C'est là les premières frappes en Syrie. Tu vois, regarde ce qui est dit. Voilà. Et qu'il a attaqué le camp près de Deir ez-Zor. Alors, il y a un camp d'entraînement, mais Deir ez-Zor, c'est une ville qui a déjà été extrêmement abîmée, tu vois. Et là, il y a évidemment beaucoup de civils, ça ils ne le disent pas, tu vois, mais le camp près de Deir ez-Zor, tu parles comme ils ont été précis. Et puis Raqqa aussi. Voilà. Alors, ils visent Raqqa et Deir ez-Zor, le 27 septembre. Comment veux-tu que le 13 novembre, il n'y ait pas un attentat? Il faut vraiment être naïf là, pour croire qu'ils ne vont pas riposter. Ils l'ont assez dit, tu vois. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est dans sa conférence de presse du 7 septembre, où il légitime ses frappes en Syrie. Alors écoutons-le. Daesh. À l'époque, il disait Daesh, hein, parce que depuis qu'il y a 130 morts, il dit Daesh. Près de 2 ans.
Et c'est depuis la Syrie, nous en avons la preuve, que sont organisées des attaques contre plusieurs pays, et notamment le nôtre. Voilà, alors, Ma responsabilité. voilà, c'est ça. C'est donc là, il vient d'avouer que la vraie raison pour laquelle il frappe la Syrie et l'Irak et qu'il veut détruire l'État islamique, c'est pas pour libérer le pays du terrorisme, leur pays, je veux dire, le pays de l'Irak et la Syrie, ou pour même s'implanter là-bas. C'est uniquement par trouille pour ici. C'est toujours la même peur autocentrée française. Et c'est parce qu'il a eu des informations que des attentats pourraient se perpétrer en France que monsieur frappe la Syrie, d'où ces attentats partiraient. Résultat, les attentats sont en effet perpétrés en France. Voilà, ça n'a servi à rien. C'est d'assurer que nous puissions être informés au mieux des menaces qui pèsent sur notre propre pays. Voilà. Militairement aussi, ça ne tient pas. C'est pas en bombardant un campement où les types s'entraînent pour faire le djihad qui sera mieux informé de ce qui pourrait se fomenter en France contre lui et contre son peuple. Évidemment que non. Donc ça serait plutôt à la limite infiltrer des agents dans le campement qui feraient semblant d'être des djihadistes. Déjà, ce serait un peu plus malin. Mais non, donc ça ne tient pas. Il faut bien comprendre la connerie, la naïveté de tout, de toute l'armée, de tout le gouvernement, de tous les pouvoirs, de toute la République. Faire face. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daesh en préservant notre autonomie de décision et d'action. Le Parlement sera informé de cette opération au titre de l'article 35 de la Constitution. Et 3 semaines après, c'est le Bataclan. Charlie, je crois que c'était la dernière. Charlie, ouais, il y avait encore un... Non mais Charlie, comme c'était des figures connues, Ouais, c'est ça. donc il pouvait toujours faire croire à la masse d'abrutis que c'était téléguidé et qu'on voulait marquer fortement l'opinion en tuant des figures symboliques, des stars, tu vois. Et là, c'est les anonymes. Et l'étape qui est franchie, que je trouve très intéressante aussi, c'est que maintenant, il y a plein de trucs dont on n'a plus rien à foutre. Il y a une espèce d'épuration, dans un autre sens, de l'acte lui-même. C'est-à-dire que ceux qui ont été tués sont des anonymes. Donc ils ont des photos, on les voit avec des noms. Ça ne touche évidemment, malheureusement, que leur famille. Évidemment, c'est les pauvres. Mais bon, voilà, c'est des sacrifiés de la politique de Hollande. On n'en a rien à foutre, c'est des anonymes. Les terroristes eux-mêmes, on s'en fout. Ils ont beau chercher, nous trouver les noms, trouver la filière. On n'en a rien à foutre. On s'en fout. Même moi, je ne pourrais même pas faire un travail littéraire comme j'ai fait sur les Kouachi il y a encore 6 mois, qui eux étaient des personnages intéressants, avec leur parcours et tout ça, mais là, c'est n'importe qui. Donc si tu veux, il y a un nobody terroriste qui tue un nobody victime. Tu vois. Donc la négociation, aucun intérêt. Le mode opératoire, on s'en fout. Ça ne sert absolument à rien de remonter la filière, puisque la plupart ils sont morts en action. Tous ces trucs-là n'ont plus aucun intérêt. La prise d'otage, tout ça, il continue à dire c'est une prise d'otage. Parce que dans leur petit cliché, quelqu'un qui rentre avec une mitraillette dans un endroit et qui garde tout le monde, c'est un type qui veut les prendre en otage, mais il ne voulait pas les prendre en otage, il voulait les tuer. Ils ne prennent pas en otage, il n'y a aucune négociation, aucune rançon, aucune volonté de communiquer avec la police. Ils n'ont rien à foutre de laisser la voiture sur place, ils n'ont rien à foutre que de se cagouler. T'as vu? Ils n'étaient pas cagoulés, les mecs. Ils ont rien à foutre. Il y a une espèce de... C'est d'une façon dépouillée, quoi. C'est le minimum. La chose est tellement naturelle. La France est tellement dégueulasse qu'il est évident qu'il y a des mecs qui veulent la punir. C'est simple. Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils attaquent le Bataclan, ouais. qui représente, c'est presque une antichambre de l'Occident, de ces cultureux qui adorent la culture, mais qui vomissent l'art. Comment est-ce qu'on peut aimer l'hard rock encore aujourd'hui en 2016, c'est assez aberrant. J'ai adoré la revendication quand il parle d'idolâtre, pour ceux qui magnifique. Alors l'expression, ça y est, je l'ai apprise. Et alors là, c'est les idolâtres rassemblés à une fête de la perversité. Qui a mieux défini un concert de rock? Une fête de la perversité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La fête de la perversité. Alors ils disent aussi que ça a été un lieu où il y a eu beaucoup de manifestations pro-israéliennes. Enrico Macias venait appeler ses copains à donner de l'argent pour fabriquer des sacs pour l'armée de Tsahal.
et pour aller tuer du Palestinien là-bas. C'est ça aussi. Comme la salle Gaveau, où il y a plein régulièrement des concerts pour Israël. Quoi. Mais au-delà de ça, c'est quand même le truc a été choisi, que c'est les grains de toute la saloperie. Et ça les remet pas en question. J'ai entendu des émissions, là encore aujourd'hui, ils disaient « Nous voulons être libres d'aimer le rock'n'roll ». C'est ça, en 2015. Le rock'n'roll, c'est la liberté. Et là, ça va très profond contre le jazz. Là, je ne vais pas faire un texte qui va s'appeler « La vengeance du jazz ». Mais évidemment qu'ils ne le savent pas. Même les titres, les attaquants du Bataclan, ils font ça. La génération Bataclan, vous avez vu ça? Libération, la génération Bataclan. Et que le Bataclan devient l'anti-Mecque, c'est-à-dire c'est le lieu saint où se pratique, et là on est complètement dans l'inversion, se pratique la vraie religion. La vraie religion, c'est le rock'n'roll. Et on rejoint toute mon attaque depuis 50 ans quasiment sur le rock'n'roll. Ouais. C'est pas la musique de la perversité, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est la perversité du rythme cardiaque de l'être humain. Ça, on en a parlé avec René Comer, alors pendant des années, on était bien d'accord là-dessus. Pourquoi le jazz est universel? Parce qu'il épouse le rythme cardiaque. Pourquoi le rock est une infamie? Parce qu'il va contre ce rythme cardiaque. Il est dans la fracture du cœur, en permanence, côté de la machine. Dans la machine, la machine binaire qui crée un infarctus, si tu veux. C'est une musique qui a la volonté de casser le cœur. Tu vois. Et ça, ici, même s'ils ne le savent pas, c'est pas grave. On s'en fout, on est bien d'accord, comme j'ai toujours dit. Kouachi, il ne sait pas qui est Choron, mais il l'a vengé. C'est ça qui est fantastique. Donc il y a toutes ces dimensions-là. Et ça va leur faire poser quand même certaines questions. Quand ils disent, à force, laissons-les dire, ils veulent attaquer notre civilisation, notre façon de vivre et tout ça. Parce que plus ils se défendent de cette façon de vivre, il y a bien des mecs, même si je suis très pessimiste, il y a toujours des mecs qui vont quand même prendre conscience, à force de le dire. Oui, nous sommes la liberté, oui, c'est merveilleux la vie de Paris. Là, par exemple, ils font tout un truc sur Paris. Hier, il y avait des chansons sur Paris, ils remettent sur Maurice Chevalier, Joséphine Baker. Mais Paris, c'est merveilleux, les terrasses de café, les gens sont heureux. Tu pourrais dire exactement le contraire. Paris, c'est dégueulasse. Dans le métro, c'est sordide, les gens sont agressifs, les serveurs font la gueule, il ne se passe rien, il y a des taxes énormes, tu ne peux rien faire. Si tu es auto-entrepreneur, on te brise les jambes. Et pour les étrangers, n'en parle même pas. C'est un pays dégueulasse. Tu vois, ça va finir par remonter. À force de dire, c'est notre civilisation qu'ils attaquent. Mais d'accord, mais quelle civilisation? Celle du temps de Molière? Celle de Louis XIV? Non, on est bien d'accord. Alors cette civilisation qu'ils veulent absolument défendre, qui nous la définissent clairement, donc c'est aller le soir sur les terrasses comme des petits bobos, comme qu'ils étaient, des bobos trentenaires du 11e, j'ai horreur du 11e, c'est un arrondissement de connards, ou de journalistes des Inrocks, ou de mecs qui aiment le bio, ou qui sont tu vois, ils aiment les trucs cool, et puis tu vois, c'est ça, et puis ils sont complètement inconscients. Ils ne voient pas la violence de l'attentat est faite pour réveiller les consciences aussi. Les consciences pour eux en plus, c'est même pas pour que... C'est généreux quand même. C'est généreux, c'est pas pour que les Français imitent les Arabes ou les Émites, c'est pour qu'ils se réveillent eux de leur torpeur chez eux, c'est-à-dire en France. Comment ils acceptent ça? Quel est le peuple le plus vain? Comment accepter une guerre menée par un con comme Hollande qui le décide du jour au lendemain? Il va attaquer l'État le plus dangereux en ce moment qui existe au monde parce qu'il est dangereux, parce que lui-même fait quelque chose d'énorme dans le monde, de recréer des frontières et de reprendre possession de son territoire. Comment il faut être assez con pour faire ça? Je reviens sur mon texte que j'avais écrit dans J'enfonce le clou, ici, en 2004, sur les attentats de Madrid. Le lendemain, les millions de gens dans la rue qui ont fait démissionner Aznar, le Premier ministre, qui était responsable d'être entré dans la coalition contre l'Irak. Là, ils devraient tous être dans la rue, pas pour pleurer sur des gens qu'ils ne connaissent même pas. Hein, ils ne sont même pas capables de pleurer sur les gens de leur famille, ils pleurent sur les gens qu'ils ne connaissent pas dans la rue, mettant des bougies et tout. Ils devraient exiger la démission de François Hollande. C'est tout. Ça, c'est une vraie révolution. Ça, c'est rien à voir avec le terrorisme, rien à voir avec l'islam, rien à voir. Ça, c'est la France, de la France à la France, déjà. Posez-vous des questions, remettez-vous en question, bande de connards. Faites démissionner le type qui est responsable de ces attentats. Les Espagnols, énorme pays d'avoir fait ça. J'étais extraordinairement fier d'eux, là. Ils sont descendus dans la rue, ils n'ont pas dit un mot contre la filière marocaine des types qui avaient fait les attentats de Madrid. Ils ont bien compris que c'était une réaction.
C'est pas des fous qui voulaient attaquer la civilisation espagnole. Non, mais c'est pas des islamistes en 2004 qui sont contre la corrida, contre la paella, et contre la danse espagnole et Picasso et tout ça. Non, rien à foutre. Et je repose la question par rapport au rock. Est-ce que tu imagines que ça aurait pu se passer à Pleyel, tu vois, dans les années 50 avec Duke Ellington, grand orchestre? Les mecs arrivent dans la salle Pleyel et ils tuent tout le monde. Impossible. Là, il y a une magie du destin, de la destinée. Des choses, ce n'est pas possible. Ils n'auraient jamais pu flinguer des gens qui écoutaient un concert de grande musique. Parce que la puissance de la musique les aurait atteints eux-mêmes. Même s'ils ne connaissent rien. Tu rentres dans la salle, tu vois Duke Ellington, d'abord c'est tous des noirs, mais avec Sam Woodyard à la batterie, le rythme que donne Sam Woodyard à la batterie dans la salle, la façon dont il atteint les organes même des spectateurs, qui ne sont pas des connards du 11e arrondissement en train de brandir leurs doigts en fourche pour montrer leur appartenance à Satan, rock. C'est tellement puissant comme musique, le jazz, que les mecs n'auraient pas tiré. Ils n'auraient jamais choisi cet endroit. Ça, j'en suis sûr. Tu vois? Il ferait un très bon texte. Tu vois, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est comme le mec qui a poignardé Théo Van Gogh, tu sais. Il n'aurait pas poignardé Vincent Van Gogh à Arles, 100 ans avant. Même si l'autre était beaucoup plus chiant, hein, le peintre des tournesols. Dégueulasse, il hurlait, hollandais, il saoulait, il se coupe l'oreille, il pue, il fait chier toute la famille, la maisonnée de Arles, etc. Et il a la peinture partout, il fait des soleils, tu vois. Un islamiste à l'époque, je ne pense pas qu'il aurait pris un couteau pour tuer Vincent Van Gogh, non. Son descendant qui fait des saloperies à Amsterdam et qui en rajoute, et qui n'est pas bon, qui est un mauvais artiste, ah oui. Oui, bien sûr. C'est la France en islam, le problème. Ce n'est pas l'islam en France, c'est la France en pays d'islam. Voilà, et là, c'est ça qui leur fait froid dans le dos. Ils ont tellement peur. C'est ça aussi. Pourquoi j'aime tellement l'islam aussi, c'est la peur. Bien sûr. La peur que ça suscite aux autres. Ça me fait, et je vais même dire plus loin, ça me fait rire. Cette peur me fait rire. La façon dont ça fout la trouille à ces connards de blancs, de bourgeois français qui ont un goût de merde et qui ont persécuté tous les grands artistes et tous les grands penseurs de leur propre civilisation. Voilà, c'est eux que je défends aussi. Et le mal que les terroristes islamiques, les moudjahidines islamiques font à l'esprit français, c'est quelque chose on ne peut pas s'empêcher de trouver ça réjouissant quand on connaît comment les Français se sont comportés avec leurs plus grands esprits depuis des centaines d'années. C'est impardonnable. Donc il y a une connivence, les gens ne comprennent pas, une connivence entre l'esprit islamiste et musulman qui n'a rien à voir avec la civilisation occidentale et la subtilité, les subtilités les plus esthétiques, les plus artistiques de la civilisation occidentale même. Il y a une connivence. Il y a un arc comme ça. C'est moi qui le fais, cet arc. Alors, c'est peut-être fou, mais je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Il y a entre Alfred Jarry, qui avait un revolver et qui tirait comme ça en l'air, habillé en pantalon de golf, qui a créé Ubu-Roi, et un terroriste islamiste qui tire vraiment sur les gens aux terrasses des cafés pour faire payer à la France son implication dans une croisade qui ne devrait pas être la sienne, du peuple français, eh bien, il y a un cousinage. Je suis désolé. Il existe dans les ondes, il existe dans le ciel. Ce n'est pas religieux. Voilà, c'est bien politique. Mais malgré cette évidence, le fait de ne pas diffuser la revendication va faire que les clichés vont revenir et personne ne pourra comprendre ce qui s'est passé. Ah, Ludovic. Entrez. Ça va? Ça va? Et toi? Oui, longtemps qu'on t'a pas eu. Ouais, je sais, j'ai eu des petits... Ça va? Ouais. Ça va? Effectivement. T'as pas eu de problème? Non, ça va, je n'ai pas été arrêté, ni rien. Bon, ça. Tu vois bien, marqué noir. Ouais, j'ai des petits gênants parce que j'ai une Qu'est-ce que t'as eu comme problème? Oh, personnel, c'était pas... Mais lié à tout ça? Non, rien à voir. Ni avec patience, ni rien. Non, ni avec patience, ça n'a rien à voir. C'est Ludovic qui vend patience, elle a crié. Ouais, mais mon entourage, mais c'est vrai que la plupart des gens, ils ont du mal à accepter.
c'est pas tout le monde qui veut faire un acte de justice, on va dire. Bien. Donc c'est pas donné. Donc pour toi, un acte de justice, c'est d'acheter patience et de le lire. Ouais, je pense que déjà c'est déjà un premier point. C'est vrai, exactement. Très bien. Et moi, j'ai fait quoi en le faisant? Tu appellerais ça comment? Je pense que ça serait un acte de bravoure. En tout cas, moi, Il y a du boulot déjà. Qu'est-ce que je suis bien compris dans cette galerie. Quelle joie de vous avoir tous. Tu l'as vu la vidéo avec la nuit là? Où je parlais pendant 25 minutes là? C'était bon ça. T'as vu? Parce qu'il fallait quand même. Pour moi, c'est pour ça aussi que je suis venu là haut. Ah oui. C'est la seule voix non musulmane qui parle au nom des musulmans. Donc. Exactement. Par acte, par amour de la bravoure et de la justice. Ouais. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à un ancien ami. C'est la justice et le goût de la vérité qui me pousse. Ah bah vous êtes le confort le plus musulman alors que je connaisse. Voilà, exactement. Alors, l'important c'est de faire passer la vérité, c'est tout. Il la conteste. Et là c'est encore, comme je disais, avec ces événements-là, vous verrez qu'il va encore biaiser, et encore avec les larmiches, la terreur, les fausses informations, avec le complotisme qui va se greffer là-dessus, terminé. Les vraies choses à dire de ces événements vont être immédiatement écartées. C'est dommage. Quand je pense que c'est ça que tu m'as montré tout à l'heure, que sur Facebook, il y a une application, non, où si tu veux, tu as le drapeau bleu, blanc, rouge qui est collé sur ta photo, par solidarité. Avant, c'était le drapeau gay pour le mariage gay. Voilà, on transforme les gens en patriotes français. La Marseillaise, c'est-à-dire le colonialisme, les croisés, on y va, debout, et c'est extraordinaire. N'importe quel gamin ou gamine, il a le drapeau rouge fixé sur lui, c'est un tatouage, c'est comme si on les marquait. C'est pour ça que je ne veux pas appartenir à cette France. J'aime trop justement la grandeur des grands Français artistiques depuis Molière, et on critique Louis XIV, putain, mais Louis XIV, vous rigolez ou quoi? Louis XIV qui a toujours protégé Molière. Toujours contre la cabale des bourgeois de l'époque, des gros cons de beaufs de l'époque, qui étaient les dévots. Et Louis XIV, c'est le sommet du pouvoir, c'est le calife, et le mec, il protège le plus grand. Il a compris que c'était le plus grand écrivain de son époque. Pourtant, il y avait de la concurrence. Il y avait Boileau, il y avait La Fontaine, il y avait Racine, il y avait Corneille. D'ailleurs, à la fin, il y a une anecdote merveilleuse. Louis XIV demande à Boileau, Molière était mort déjà. Il dit, Boileau, dites-moi donc, à votre avis, quel a été le plus grand écrivain de mon règne? Et Boileau, encore une générosité, au lieu de dire moi, il dit c'est Molière, sire. Ah bon, j'aurais pas cru. Molière, celui-là que j'ai aidé à faire ses pièces, où on riait, tout ça. Il dit oui, c'est lui. Boileau, il dit c'est lui qui va rester. On va appeler ça la langue de Molière, la France, le français, vous voyez. Ah, il est étonné, Louis XIV. Oui, fantastique ça. Voilà. Donc c'est au nom de Molière qu'on ne doit pas être Charlie, ni être Paris. Pourquoi pas être Bataclan aussi? Ça va devenir, hein. Je suis Bataclan, je suis Terrasse de Café, je suis Stade de France, je suis Death Metal, je suis Foot, je suis Death Metal, je suis Heavy Metal, je suis Kiss the Devil. Au nom de la liberté d'expression. Ouais. Se faire foutre. Non, mais la question aujourd'hui que je me pose, c'est de savoir comment faire relativiser ça aux Français, sachant qu'avant cet événement, parler de politique avec eux, c'était compliqué, mais aujourd'hui, c'est impossible, c'est pratiquement impossible. J'essaie de parler à des gens, j'essaie de connecter cet événement avec la politique étrangère de la France. C'était un discours qui était complètement inaudible pour la plupart des gens. Déjà, avant ça... Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est ce que je dis à longueur de vidéo. Non, mais avant ça, c'était déjà compliqué de parler de certains sujets avec les Français, mais aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. J'ai failli me faire lyncher dans le tram, là, tout à l'heure. Ah oui? Ouais, parce qu'il y avait une discussion, j'ai commencé à parler, j'ai essayé d'être pédagogue, et j'ai compris que c'était pas la peine. C'est-à-dire que c'était quoi la discussion? C'était deux personnes qui parlaient des événements qui se sont passés, qui disaient voilà, que c'est pas bien la violence, tout ça. Donc j'expliquais en gros que si des gens en arrivent à cette extrémité, c'est qu'il y a des raisons qui l'expliquent. Il faut aussi comprendre ces raisons-là, plutôt que d'être dans l'incantation, oui, plus jamais ça. Il faut essayer de comprendre les raisons qui... mais c'était pas possible. En gros, on m'a accusé de justifier ces actes-là. Et malgré tout ce que tu as pu dire sur la Syrie, sur Franchement, les premières frappes de Hollande de l'année dernière, en 2014, oui, etc. Non, mais ça servait absolument à rien, c'est un discours qui est complètement inaudible. Donc ça sert à rien. Aujourd'hui, parler, ça ne sert à rien. Et voilà, maintenant il faut assumer jusqu'au bout de collaborer avec l'État islamique. Et pas... Parce qu'il va y avoir deux camps, quoi, clairement. Et que si on soutient l'État islamique, eh ben, il va falloir le soutenir jusqu'au bout.
Mais qu'on pourra pas alors, faire à il ne faut moitié. pas se laisser enfermer dans le mot collaboration. Moi, on me l'a fait le coup, soi-disant, je collabore avec les idées ou la pratique de l'État islamique et je voudrais donc instaurer comme eux une charia, mais une charia ici. C'est ça l'erreur. Enfin, attention, le truc est très subtil de terme en terme. Hein. Tout est une question de langage. Ça, on me l'a fait longtemps, bien avant l'État islamique d'ailleurs. On le faisait déjà pour Al-Qaïda. Donc, on ne peut pas collaborer, on n'est pas des collabos de l'État islamique, puisque l'État islamique n'a pas le pouvoir en France. Les collabos, même ceux que nous aimons comme Rebatté, etc., étaient d'accord avec ceux qui avaient pris le pouvoir en France complètement, qui avaient la mainmise complète sur le pays, c'est-à-dire les Allemands. Là, ce n'est pas le cas. Les islamistes de l'EI n'ont pas le pouvoir en France. Voilà, ils ne font que des interventions de riposte et de vengeance sur la France. Donc c'est autre chose. Donc, nous ne collaborons pas. C'est eux qui collaborent. C'est ça qu'il faut renvoyer le terme de collaboration. Il faut le renvoyer aux Français qui collaborent avec leurs gouvernants. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation que les Français, le peuple français qui collaborait avec Pétain. Le Pétain, là, c'est pas al-Baghdadi. C'est pas al-Baghdadi de Raqqa. Le Pétain, c'est toujours Hollande. De toute façon, un Pétain ne peut être que français. Donc ça n'existe pas un Pétain arabe. Donc t'inquiète pas. Le collabo, c'est quand même Hollande. Et ce sont les Français collabos que les terroristes de l'EI frappent. Tu disais qu'ils nous donnaient une leçon de... Leçon de résistance. Voilà. Parce que la révolution dont on a toujours rêvé, c'est eux qui sont en train de la faire. Voilà, exactement. Sur les principes même métaphysiquement, de reprendre la possession de son pays et de faire ce qu'on veut de ce pays. Donc c'est une leçon de résistance, une leçon de révolution. Voilà. Et c'est par l'indifférence du peuple à accepter cette guerre, c'est ça qui les a rendus fous les autres. Parce que non seulement on ne les laisse pas faire leur califat, mais en plus on les bombarde. Et on veut foutre la merde là-bas chez eux. Donc ils ont assez de moyens pour intervenir ici. C'est juste pour punir. C'est pas pour envahir ni créer leur propre État, un État dans l'État, tu vois. C'est pas un coup d'État qu'ils font. Ah oui, non, ça pas du tout. C'est pas un coup d'État permanent. Ce sont des punitions sporadiques. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Bataclan? Celui qui était... il est arrivé, il a dit « Nous sommes là à cause de François Hollande, nous sommes là à cause de votre président. » Voilà, nous voulons, pour défendre, pour venger nos frères syriens qui sont abattus toute la journée. C'est ce qu'on disait sur les morts. Quand tu penses qu'il y en a qui font croire qu'il se passe tous les jours ça en Syrie et que ça devrait nous faire prendre conscience de la gravité de l'État islamique et de ses manières, oui, il se passe tous les jours ça en Syrie, mais c'est Bachar qui le fait. C'est-à-dire qu'il y a des actions de l'EI en Syrie et en Irak pour combattre Bachar et reprendre la Syrie, mais c'est sans commune mesure avec les crimes de Bachar al-Assad tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, il y a 129 morts par jour en Syrie qui sont dus à Bachar al-Assad et à son régime. Ça, ils ne le disent pas, ça. C'est à cause de ça. C'est contre ça qu'ils prennent position, et c'est contre l'indifférence générale. Non seulement il y a l'indifférence générale, mais en plus il y a une intervention française pour en rajouter sur les mecs qui essayent d'arrêter le massacre de Bachar al-Assad. Et même si on me dit que l'État islamique a quand même fait beaucoup de morts depuis, disons, 2 ans que ça existe, les 2-3 premières années, depuis 2011, il n'y avait pas l'État islamique. Et on est quand même arrivé à 275 000 morts aujourd'hui, dus à Bachar al-Assad uniquement. Et quand tu penses que TF1, l'une des premières personnalités politiques qui s'interroge pour lui demander qu'est-ce qu'il pense des attentats d'avant-hier, c'est Bachar al-Assad qui est interviewé. Il n'y a pas mieux à interviewer que Bachar al-Assad. Et il dit évidemment, ah ben voilà, vous avez le résultat de ce que vous avez fait, vous n'avez pas voulu m'aider. Lui, il renverse le truc aussi. Il dit, ah, la France n'a pas voulu m'aider, ah ben voilà, maintenant elle vit ce que je vis tous les jours. Et les connards de Conspi et des autres qui ont pris parti pour Bachar al-Assad, croyant qu'il allait vaincre l'Empire, alors qu'il est comme ça, avec l'Empire évidemment, contre Daesh. Eh bien, lui, il dit, ben, à la limite, vous avez ce que vous méritez, vous autres Français. Mais il compatit quand même. Il paraît qu'on peut acheter un passeport syrien pour 1 000 €. Si t'as une filière, je suis pour. Tout de suite. C'est vrai, ça serait la faute. Ah non, je peux plus. C'est horrible. C'est presque un devoir de ne plus être français, quoi. Et vous pensez qu'on ne peut pas se définir comme français, même de façon neutre, en n'étant pas d'accord avec
Un Mais gouvernement. ils s'en foutent que tu sois d'accord ou pas. Ils vont te faire la guerre, la preuve. Ils ont fait faire la guerre à un peuple. C'est ça qu'il faut dire, ils parlent de la guerre. Mais ils ont fait faire la guerre, Ouais. les responsables, donc Hollande et sa bande. Ouais. Ça aurait été pareil avec Sarkozy, d'ailleurs. Je Oui, ne dirais tout à fait. contre lui en particulier, c'est un con. Ouais. C'est un mec flou, comme je l'ai montré dans l'émission. Mais ils ont fait faire la guerre à un peuple sans lui demander son avis. Et ce peuple est en guerre malgré lui. Et donc reçoit des ripostes de l'armée d'en face. C'est tout. Mais la seule C'est, réponse à ça, ça voilà. serait Donc, le sursaut à l'espagnol. finalement. exactement. Donc le peuple, je croyais que c'était ça la démocratie. C'est que le peuple qui décidait. Mais apparemment, il décide de rien. Et c'est ça la révolution. Si au moins ça servait à ce que le peuple prenne conscience de ça, mais c'est déjà trop tard. Il y a 3 jours qui se sont passés. C'est trop tard. Les Espagnols, c'est le lendemain qu'ils étaient dans la rue. Ouais. Et les mecs étaient là avec des micros. Alors c'est horrible, hein, vous avez vu, ces Arabes, hein, ils ont fait sauter les trains et tout. Le mec il poussait le truc. Mais non, c'est pas ça le problème. C'est Aznar le problème. Enfin, tout ça en espagnol, je jubilais, j'étais comme un fou d'amour pour l'Espagne. Et d'ailleurs, je te fais remarquer que c'est pas demain qu'il y a un attentat de l'État islamique en Espagne ou en Italie ou je sais pas où, en Portugal, parce qu'ils n'ont pas pris position. Oui, non, absolument. Ils ont peur que le Vatican saute, mais il n'y aura aucune rétorsion contre l'Italie tant que les Italiens auront l'intelligence de ne pas participer à cette guerre à la con. Et ils ne sont pas aussi cons que les Français, évidemment. Donc ils vont rester tranquilles, parce que ça ne les intéresse pas. Voilà. Après, et en plus, ils accueillent les migrants, on peut dire ce qu'on veut, sur les Italiens, la Lampedusa, même si ça les fait chier, leur donne un permis de séjour, provisoire, là, pour passer la frontière. Ouais. Ils le font quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Qu'on ne dise pas de mal de nos Italiens, de nos racines italiennes, on est d'accord. Non, non. Hein. Mais c'est terrible quand même ça. Non, ça prendra. Ils ne prendront pas conscience, c'est trop tard. T'as vu la première réaction, c'est ça, c'est les bougies, c'est les. T'as vu la scène, on a vu hier une scène extraordinaire en vidéo, il y a eu un mouvement de panique, tu y étais, tu m'as dit. Juste avant. Mais et tu l'as pas vu? Non. Nous on l'a vu en vidéo. Ils couraient sur les bougies, ils ont glissé les femmes qui tombent par terre, elles se brûlent le cul avec la bougie d'hommage à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, dont elle n'a jamais entendu parler, dont elle ne connaît pas le nom ni l'histoire, qui pourrait être sa pire ennemie, mais parce que ça a été un martyr du Bataclan. Mais au fait, dimanche, j'étais planqué où? Parce qu'on était à République dimanche. Mouvement de foule. Lors de la fausse alerte. Oui. J'adorais, je n'ai pas Et peur. tu t'es caché où? Oui. Ah oui, vous l'avez vécu? Ah J'étais oui, là. ouais. Mais moi j'étais encore du côté des quais, je voyais des gens sauter dans le quai. Et je me souviens, c'était comme ça. Moi, je me dis, bon, ça a l'air un peu loin, j'ai eu le temps de lui parler. Je fais, hé, ça va, t'as besoin d'aide? Et le mec m'a fait, non, dégage, je me cache. Putain, j'avoue, c'était assez marrant. Mais je me suis caché en fait dans un bar 100 mètres plus loin. Je rentre. Non, mais le plus comique. Non, mais c'était horrible. Moi, ils étaient en train de s'écraser. Je fais, mais calmez-vous, c'est bon. Et là, il faut fermer les portes. Je fais, calmez-vous. Et il y a des gens qui écrasaient des vieilles. Je me souviens, il y avait une vieille, elle était au sol et il y a le mec comme ça. Je fais, mais laisse la vieille, il y a de la place pour tout le monde. Ferme la porte, ferme. Il m'écoutait même pas. Par contre, j'ai failli me battre avec un journaliste, un photographe. Ce fils de pute, il prenait des photos, les gens étaient apeurés, il était content, il prenait des photos. Je fais, arrête, il fait c'est mon taf. On a vu ce que c'était que la solidarité nationale dans les moments de crise. C'était une horreur. Parce que moi j'ai eu envie de dans un immeuble, on frappait, personne n'ouvrait. Les gens se barricadaient chez eux. Non, c'était une invitation. C'était une horreur, franchement. J'avais plutôt envie de vomir dimanche que le reste. Franchement, les gens. Moi je me souviens d'un mec qui avait une pancarte, il tenait une pancarte. Je n'ai pas peur. Oui. Il avait une pancarte, il avait marqué Nous n'avons pas peur, la République est forte. Il a entendu l'alerte, il a jeté sa pancarte et c'est pas. C'est formidable. C'est sur BFM TV, il y a un Ducon qui a écrit sur la place de la République une citation de Hannah Arendt. Et c'est marrant parce que c'est tellement dégueulasse qu'ils se définissent eux-mêmes. Et il dit, je crois, tant pis, ils sont méprisants, c'est du vide de l'esprit que naît le mal. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est eux qui sont vides. Ouais. Oui, voilà. Et c'est nous qui sommes nous, non, je blasphème. Voilà. C'est eux qui sont particulièrement bien sûr. pleins, justement, bien sûr. extrêmement intelligents, particulièrement fermes sur leur position. Et cette bande de débiles complètement ignares. Je reviens sur le hard rock, enfin je sais pas. Dans tous les domaines. Mais ils vont finir par se définir eux-mêmes. Il y a là quelques-uns qui vont s'en apercevoir. Quand ils vont mettre à plat tous les bienfaits de leur putain de civilisation, regardez qu'est-ce qui tient. Rien ne tient. C'est pas gratuit, c'est pas des monstres. Ils n'auraient jamais fait ça si les autres n'avaient pas commencé. Ils ont voulu aussi punir l'inconscience. Donc là, c'est intéressant philosophiquement. Là, parce que
Qu'est-ce qu'il y a de plus inconscient qu'un occidental qui, et là ils ont vraiment bien visé dans les symboles, il va au foot, il va voir un match de foot en stade avec cette espèce d'idolâtrie. Là aussi il y a une idolâtrie, c'est aussi une fête de la perversité le foot, d'une certaine façon. Hein, si on veut vraiment l'analyser aussi, en dehors de toutes les qualités que ça a, etc. Et moi j'adore de certains matchs et Zidane et tout ça, j'en ai assez parlé, mais en soi-même. Et puis, d'aller se prendre un petit verre le samedi, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de le dire d'une façon positive, et t'as envie de vomir quand ils disent ça. Mais c'est quand même, on ne peut pas aller boire un petit verre, un morito, il a dit, mourir pour un morito. Tu vois, c'est morito à crédit, tu vois. Tu penses que le lendemain, la seule émission que la télévision française était capable de faire, c'est un direct de Laurent Ruquier qui invite Gérard Miller, Frédéric Becbédé avec Yann Moix et Gérard Jugnot pour parler de ça. Des gens totalement incompétents et qui n'ont déblatéré que des conneries plus grosses qu'eux, quoi. Et qu'il faut écouter ça. Il faut écouter Gérard Miller dire ils en veulent à notre façon de. Ils détestent notre façon de s'habiller, notre façon de boire, notre façon d'aimer, notre façon, il a dit de baiser en plus, notre façon de s'amuser. C'est cette haine de notre vie qu'ils détestent, en parlant des islamistes et plus généralement des arabes, évidemment. Alors que c'est eux, les petits blancs franchouillards, qui détestent la façon de s'habiller, la façon d'aimer, la façon de faire la fête, comme ils disent, sa façon de travailler, la façon de vivre. Et je ne dis pas des islamistes sous la charia, simplement des arabes chez eux. Prenons les arabes de n'importe où, de Tunis, d'Alger, où vous voulez. Les Français détestent cette façon-là. Ils n'aiment que les babouches, le couscous et le thé à la menthe. Ça va pas plus loin que ça. Et on entend ça dans un événement pareil. Mais c'est scandaleux. C'est une honte. Mais cette rhétorique, c'est la mort et nous on est la vie, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est cette vie qu'ils aiment, qui est déjà insupportable aux Français. Alors tu parles encore plus aux Arabes et aux Noirs, mais même que pour les Français depuis des générations et des générations, qui subissent cette morosité, cette négation de toute énergie, cette tristesse, cette désespérance typiquement française avec cette étroitesse d'esprit. Et c'est même pas ça contre lesquels les terroristes frappent. Ils font croire que c'est ça, mais ils connaissent même pas à ce point-là, ils s'en doutent, mais ça les intéresse pas, ils ont bien raison. Ils frappent uniquement en rétorsion des frappes de la France contre leur camp, leur campement où ils s'entraînent pour conquérir leur territoire. S'ils savaient, moi je vais même plus loin, si les islamistes terroristes savaient à quel point la France est dans un tel marasme et morosité et dégueulasserie envers son propre peuple. Alors évidemment, il ne tue pas. Hollande, il ne tue pas son peuple comme Bachar al-Assad en envoyant des barils de poudre. Mais elle envoie des barils de saloperie, des barils de fausses nouvelles, des barils de mauvais goût, des barils de fausse culture, des barils d'anti-énergie, etc. C'est ça qui fait exploser tout dans la tête des gens. C'est pour ça qu'ils sont complètement paumés. Et c'est ça qu'il faudrait défendre. Déjà, avec le réflexe d'avoir mis la Marseillaise, faire du déroulède comme seul réflexe, tout de suite tout le monde, bleu, blanc, rouge, garde à vous, la Marseillaise, la minute de silence. La mort, c'est ça qui est extraordinairement paradoxal, c'est que l'installation de la mort, elle est après les attentats. Les attentats dans ces genres d'événements ne sont que les moments vivants, c'est les moments les plus vivants de ce qui s'est passé. Contrairement à ce qu'on peut croire, malgré les cadavres, malgré les lamentations, malgré l'horreur du sang, c'est après le deuil national, les commémorations, les réactions médiatiques, c'est ça la mort. C'est la mort, elle est après les attentats. Ça, tout le monde l'a senti. J'ai même vu un père, il était à la fois furieux et il pleurait de rage. On lui a même pas dit dans quelle morgue était sa fille. Il n'avait pas le droit de le savoir, il n'avait pas le droit de la visiter, et on lui a dit que l'enterrement serait éventuellement 15 jours plus tard. Il disait, c'est ça la France, c'est ça la civilisation qu'on nous prône comme rempart contre la barbarie islamiste. After you. Ça vous plaît alors? Oui, c'est très joli. Bon, on me reproche souvent de prendre parti pour les terroristes, mais c'est une rencontre entre deux écœurements. Parce que je ne suis pas musulman, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout avec lesquelles je ne peux pas partager toute la foi de l'islam, évidemment, puisque je ne le suis pas musulman. Mais en tout cas, il y a une chose que je suis exactement comme eux, les combattants, c'est écœuré.
Et c'est une rencontre entre deux écœurements pour des raisons diverses sur cette civilisation, comme ils appellent ça la civilisation, qui est la civilisation, ils s'en vantent d'aller voir un concert de rock, d'aller au foot, ils l'ont dit, cette merveilleuse liberté qui sent la sueur et la bière. J'ai entendu une fille qui disait ça, et que elle est prête à se battre et à faire la guerre, à envoyer des bombes sur des gosses, des vieillards et des civils toute la journée, toute la nuit, pour défendre son petit plaisir du vendredi soir de bobo trentenaire, buvant sa petite bière avant d'aller au concert de rock. Alors voilà, moi, les types qui sont révoltés contre ça sont mes frères. Voilà. C'est ceux qui sont écœurés par la civilisation occidentale sont mes frères, quels qu'ils soient. Ils peuvent être musulmans, ils peuvent être martiens, ils peuvent habiter n'importe quelle galaxie. Je les comprends. En voyant d'une part toutes ces images horribles de la Palestine et même d'ailleurs évidemment de Syrie en premier, et l'indifférence complète des Occidentaux, en particulier la France, c'est ça qui les rend dingues. Ils n'ont pas besoin d'être drogués, il y en a qui disent qu'ils sont drogués, tu te rends compte, pour les diminuer encore, parce qu'ils ont trouvé des seringues. Ils croient que les mecs ils se shootent avant d'aller au Bataclan. Il y a des mecs qui fument des pétards avant d'aller au Bataclan pour écouter le concert de merde. Mais les moudjahidines qui vont tirer sur les types, ils ne sont pas drogués. Les seringues, évidemment, c'est pour mettre les explosifs dans la ceinture, évidemment. Tu vois, c'est ça, ils ne le savent pas. Comme je dis, s'ils veulent arrêter le terrorisme, c'est très très simple. Pendant une semaine, pas plus, pendant une semaine, toutes les médias, les télés, les radios et les journaux sont offerts à qui veut. N'importe qui peut prendre la parole à n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Toutes les chaînes sont ouvertes, toutes les radios et toute la presse diffusent les propos de chacun, pendant une semaine à peine, sans aucun journaliste. Hein. On n'a pas besoin de M. Pujadas ou de M. Delahousse ou de M. Patrick Cohen pour nous dire qui va parler et pourquoi il parle et d'où il parle, etc. Et là, ça, non, évidemment, ça serait révolutionnaire, mais là, il n'y a plus de terrorisme, là. Parce que les types, ils pourraient s'exprimer. Moi, je le ressens, j'arrête pas de le dire, alors que je ne suis pas un combattant de Raqqa. Et pourtant, je le ressens d'une violence terrible. Alors t'imagines les autres qui ont souffert à ce point-là. Là, tous les médias sont ouverts. On peut dire ce qu'on veut. N'importe qui entre dans les studios, prend la parole et dit voilà, j'ai ça à dire, ça à dire, ça à dire. Pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Au bout d'une semaine, tu vas voir un peu. Le pays va être dégonflé de toute sa frustration. Facile d'annuler le terrorisme. Très simple. Une semaine que tous les médias sont offerts au peuple. Les gens, n'importe qui, hein, du clochard au plus grand patron, qui aussi a il en a gros sur la patate, sur ses patates, qu'il a dans la poche, et bien il vient, il parle. Et voilà, il dit ce qu'il a à dire sur tous les sujets. Tu vas voir un peu. Ça, ils auront une terreur de ça. Voilà, en effet, tu peux passer devant cette terrasse, tu peux être assis, n'importe qui, même quelqu'un, un grand partisan de l'État islamique peut avoir été flingué sans qu'il le sache au milieu d'eux. C'est comme ça, c'est le destin, c'est malheureux, c'est comme ça. Voilà. En revanche, ce qu'on disait, le Bataclan c'est déjà plus ciblé, c'est déjà plus... Il faut y aller au Bataclan, il faut se décider, c'est une culture comme il dirait. Une culture qui est de la merde. C'est quand même le mec qui va au Bataclan voir ce concert de merde, ce soir de merde, avec des cons et dans une salle dégueulasse qui a fait l'épreuve de sa dégueulasserie et qui croit être en communion avec quelque chose de rythmique et d'artistique en même temps dans une soirée pareille. Il est peu probable qu'à l'intérieur du public du Bataclan, il y ait même pas une dizaine de personnes qui aient une conscience politique de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment concernés par ce qui s'est passé. Il y a encore donc l'année dernière à Gaza, ou en Syrie tous les jours.
Ça m'étonnerait que le type qui fait le geste de la fourche au milieu des lasers, il pense à ce moment-là au crâne décaloté avec la cervelle dehors de chaque gosse de Oula étendu sur leur natte après le massacre des militaires de Bachar al-Assad en 2012. Ça m'étonnerait. Et si c'est le cas, eh ben c'est bien Pour dommage. autant, il mérite de crever. Ah ben ça c'est une autre question. C'est une autre question. Voilà. Alors, il y a une question philosophique. Voilà. D'accord. Mais au moins qu'on sache pourquoi ces actes ont été commis. Voilà. Alors ils sont des fois faits n'importe comment, mais comme je dis, pas pour n'importe quoi. Non, je crois surtout que c'était un putain de bras cassé. Le mec, il va au McDo, il se fait péter au McDo. C'est À la fois, c'est un symbole. D'un côté, c'est un symbole, et de l'autre, tu te dis putain, t'as le Stade de France à côté, à mon avis, tu t'es raté, gars. Je l'imagine avec. Attends, c'est pas halal ici. Un filet aux fiches, s'il vous plaît. Ah. C'est. C'est trop d'un coup. Ouais, franchement, entre le mec qui fréquente les bar games et qui finalement se fait pas sauter, c'est le seul. Entre la nana qui disait je voulais être dans Closer 6 mois avant et qui, à mon avis, était là, elle a pas eu de chance et dont la colonne vertébrale s'est retrouvée sur une voiture de flic. Entre le logeur qui a tué son pote au coup de hachoir et qui dit je sais pas trop ce qui s'est passé. Je voulais rendre service. Non, mais ces attentats, franchement. Pas ses frères. Franchement, ces attentats, il y a un potentiel comique. Mais c'est ça qui est bien, je trouve, moi. Parce qu'imagine que ce soit des trucs. On va pas maintenant regretter que ce ne soient pas des technocrates, des mecs en attaché caisse qui font les attentats, tu vois, vachement nickel, qui est très préparé en costume et tout, comme des tueurs des traders ou des tueurs de la finance. Là, c'est bien le côté n'importe quoi, tu vois, c'est mal fait. On peut absolument pas admirer la façon dont ça a été exécuté. Tu vois. Il n'y a personne qui peut s'extasier. Sans parler évidemment des mecs à Saint-Denis. Les mecs à Saint-Denis qui s'est fait sauter devant le Quick, l'autre parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer, des trucs comme ça, tu vois. Ils avaient pris un billet, tout ça, ils se comprennent rien, et ça, c'est ça qui est formidable aussi. Je trouve que ça rajoute dans le mépris pour l'attentat, enfin pour les cibles en tout cas, et pour le pays dans lequel ils sont. Tu vois, c'est une espèce de... voilà. Tu vois, nous on est des bras cassés, on le revendique, et malgré ça, on fait quand même beaucoup de dégâts. On vous fait pleurer, même en étant des gros lourds et des mecs complètement nuls, tu vois. Des bolos. Mais là, c'est l'attentat à la bolos. Tu vois, c'est vraiment pas les mecs. La vengeance des bolos. C'est la vengeance des bolos, c'est magnifique. Alors, il y a une justice aussi là-dedans, moi, qui me plaît, tu vois. J'aurais pas aimé que ça soit nickel. Déjà, quand les Kouachi, il a fait tomber sa carte d'identité. Non, la basket. Ah oui, j'avais oublié celle-là, la basket. C'est pour ça que les conspires sont... Il a pris la peine de la ramasser pour fermer la portière. Le survêt et tout, les mecs. Ça c'est formidable, le geste de ramasser la basket, c'est formidable. Et puis mettre les calages sur le capot de la voiture, t'as vu? Moi j'avais pas vu ça. Oui, tu connais, t'as pas vu le film? Et il enlève, il recharge, il montre à son frère et tout tranquillement. Et puis après il remonte dedans, tu vois. La voiture, on s'en fout, il cale, il revient. Ah, juste si la voiture avait crevé, par exemple, ils sortent avec le cri qui change devant les flics. Il y a un mec qui s'arrête, qui fait excuse-moi, tu peux pas venir. Oui, voilà, oui, c'est ça. Pour eux, c'est ça exactement. C'est génial. C'est ça qui est formidable. C'est côté burlesque, mais ça, tu peux pas le dire évidemment. Mais il y a quand même quelque chose de marrant aussi. Ouais, c'est tragiquement marrant. Les mecs, ils écoutent un concert de rock comme tu vois. Au début, les coups de feu se mélangent ouais, c'est vrai, la batterie à la base, le gros con de rocker. Mais tu vois qu'il était interloqué et puis arriver dans le concert et de flinguer tout le monde, c'est gigantesque. Je ne comprends pas comment finalement ils se mêlent à la foule qu'ils abattent. Ils se mélangent à eux comme ça, on a une espèce de symbiose en se faisant péter en même temps. Et ça montre quelque chose, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ben, je ne comprends pas, pour moi ça montre une sorte d'attirance, enfin, une sorte de communion entre les deux. Ils se tuent en même temps qu'ils tuent les autres. Oui. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir derrière ça. C'est intéressant. C'est un sacrifice. Ils ne tuent pas et puis ils se barrent après. Oui, ah bah oui, mais évidemment. C'est pour ça qu'ils se sacrifient, mais les innocents qui tuent aussi sont sacrifiés. Bien sûr, mais aussi mais ça a toujours été dans les attentats kamikazes, c'est toujours le cas. Mais je trouve que c'est très intéressant. Je veux dire que ce qui t'étonne, c'est qu'ils ont le même âge que ceux qu'ils ont tués. Dans le même enceinte, dans la même enceinte. Ils se mettent finalement dans le... Ils participent eux-mêmes du massacre. Ils sont eux-mêmes victimes. Ah oui, bien sûr. Ils deviennent eux-mêmes victimes. On appelle ça les martyrs. C'est un très joli nom, ça s'appelle le martyr.
dans toutes les religions, y compris la chrétienne. Ils disent pas, voilà, au nom de Dieu, nous tuons. C'est pas ça. D'ailleurs, dans la revendication, quand tu la liras, et quand tu l'écouteras aussi, parce qu'on va la faire écouter, ce qui est religieux, c'est les invocations du début et de la fin. Tu vois, ça, c'est les deux. Ça encadre un discours extrêmement politique, où on parle de ceinture d'explosifs, où on parle de la fête de la perversité, de l'imbécile de France, François Hollande, une magnifique définition pamphlétaire digne des plus grands. Et il n'y a rien de religieux du tout. Pas un mot. Mais enfin, ces types quand même qui font des leçons de morale après avoir flingué des gens dans la rue, moi je trouve que ça me paraît déplacé. Quelle leçon de morale? Mais parce que je trouve qu'il y a aussi, on peut dire qu'ils défendent une cause, c'est vrai, ils le font, mais je pense qu'il y a aussi de la perversité de leur côté. Je pense que parmi ces kamikazes, il y a aussi, je pense, des gens qui, vivant en France et voyant le degré de l'exclusion, le peu de chance qu'ils avaient de s'en sortir, etc., ont quand même accumulé en eux beaucoup de haine et de frustration. Oui, mais est-ce qu'elle est qui pas s'exprime justifiée? par là. Est-ce qu'elle est justifiée? utilisée par des gens qui veulent... Oui. Non, parce que d'abord ils viennent de là-bas aussi. Hein, ce sont des Français. Oui, mais des Français qui sont depuis un moment, peut-être en Syrie ou en Irak, qui ont eu le temps de se former à ça. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la perversion est aussi de leur côté. Mais en quoi c'est pervers de se sentir humilié et sali et souillé depuis sa naissance dans un pays qui a colonisé tes pères? En quoi c'est pervers? Est-ce que c'est pas une juste réaction? Ce qui est pervers, c'est la réaction. La réaction de jouir ensuite de la souffrance des autres en disant bah voilà, maintenant c'est à ton tour. Oui, ça c'est humain. De crever. Oui, c'est humain, mais c'est pas mal, la perversité. La perversion est humaine aussi. Oui. Donc je pense que la perversion est aussi de leur côté. Il y aurait une perversion contre une perversité. Peut-être, c'est quelque chose. Voilà. À mon avis, il y a quand même. On retrouve les deux termes. Je trouve opposés à ça. Ces kamikazes au Bataclan, ce sont deux nihilismes qui se rencontrent, je trouve. Ça, tu veux dire que c'est le nihilisme serait au moment de l'acte, parce qu'ils ne sont pas du tout nihilistes, puisqu'ils sont croyants. Alors là, on revient sur la religion. Là où ils sont nihilistes, c'est que c'est contre-productif, parce que ce qu'ils font ne fait qu'entraîner une haine encore plus grande. Oui. Et finalement, si Hollande a envoyé des avions ce samedi matin, ou ce dimanche matin, c'est bien à cause d'eux. Donc ils vont entraîner la mort de leurs autres frères, alors qu'ils étaient censés faire ça pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ils faisaient pas ça pour eux, ils faisaient ça pour leurs frères. Et la réaction, elle n'est pas due au fait que des Arabes crachent sur certains Français, elle est due à l'imbécilité des Français. Mais elle est prévisible en tout cas. Mais j'en ai rien à foutre, c'est l'imbécilité de ces Français, à eux de changer. S'ils ne changent pas, tant pis, c'est toujours la même chose qui leur faudra s'en régler. Sinon, on fait jamais rien. On s'en prend, mais il ne faut pas qu'on soit nihiliste. Donc, en tant que musulman, on ne fait rien. Non, parce que c'est quelque chose de très et qui peut mener à leur défaite. Mais la loi du talion, par définition, elle est prévisible. Par définition. Tout à fait prévisible. Il n'y a aucune imprévisibilité là-dedans. C'est pas fait pour que les gens ne le sachent pas. Non. C'est pas eux de faire attention de ne pas être pris pour des nihilistes. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de boulot. Non seulement il faut venger les frères, il faut faire comprendre à l'ennemi ce que toi-même tu subis, mais en plus il faut faire attention de ne pas faire un acte qui pourrait être pris pour du nihilisme. Et vous n'avez jamais fait une solution pacifique? Non, plus maintenant. Gandhi. Ah oui, bah alors ça n'a plus rien à voir, là on n'est pas dans la même situation. Parce que cette loi du talion ne met jamais fin au mal, c'est ça le problème, d'un point de vue métaphysique ou philosophique, puisqu'on ne fait toujours que transférer le mal qu'on nous a donné, on le rend, l'autre vous le rend. Vous le rendez, et ça ne s'arrête pas. Mais ce serait pas la civilisation, soi-disant, très occidentale et tellement élevée philosophiquement, de ne pas répondre. Mais est-ce que vous auriez attendu ça de Hollande? Non, mais ça aurait été magnifique. Voilà, que ce type d'un seul coup. Il n'y a que Gandhi qui aurait pu le faire, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'il aurait fait. Voilà, il aurait renvoyé dans les cordes en disant, vous voyez, c'est eux les barbares et qui ne sont pas civilisés, puisqu'ils n'arrêtent pas de faire de la loi. C'est ce que j'aurais fait. Oui, mais c'est pas bien, il ne l'a pas fait. On sait que le terrorisme ne marche pas. On le sait depuis les années 60, on le sait. Oui, mais alors on fait rien, alors comme il dit. Il y a d'autres, comme je disais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien voilà, ça existe, solution pacifique. Ça existe. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, par exemple? Tiens, on va reprendre l'histoire. La Hollande, il bombarde la Syrie et il se met tout seul dans une guerre contre un califat
qui se crée et qui ne demande rien à la France, qui veut évidemment se libérer complètement des contraintes de frontières de la France. Non mais prenons ça. Si on prend ça... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas, il aurait fallu... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il aurait fallu parler, il aurait fallu... Non mais qu'est-ce qu'ils font, les types qui font le califat et tous les jours, ils sont bombardés par Hollande? Qu'est-ce qu'ils font? Il prend un salle d'avion, il vient discuter à l'Elysée. Baghdadi, qu'est-ce qu'il fait? Non, peut-être quelque chose de plus fort, je n'en sais rien. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a peut-être des choses à faire, je n'en sais rien, je ne peux pas y réfléchir. Ah oui, mais il faut apporter une solution. Si tu as mieux que le terrorisme, dis-nous-le. Peut-être des actions fortes, mais pas de cette manière-là. Il y a d'autres choses, il y a d'autres solutions que de simplement tirer sur des inconnus dans la rue. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en dehors de toute action violente? Qu'est-ce qu'on peut faire? Des solutions pacifiques, tu dis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une société aussi pourrie que celle dans laquelle nous vivons? On peut mobiliser des gens, parler. La preuve, vas-y, t'as vu? Moi je fais. Non mais non, pas toi, je dis, mais t'as vu ce peuple? Qu'est-ce que tu veux en attendre? Et non, mais comment faire pour faire bouger cette masse de cons? Il faut réfléchir. Ah voilà, bah oui, mais on fait que ça. Ça change rien, tu sais bien que ça change rien. Non, je dis réfléchir à d'autres solutions. Oui, lesquelles? Réfléchir. Réfléchissons. Je fais que ça toute la journée. À un moment donné, c'est plus possible. Je te rappelle que Mallarmé est venu témoigner pour les anarchistes de la fin du siècle. Symbolisme anarchiste. Non mais les mecs qui mettaient des marmites chez les innocents. C'est la même chose. Ils étaient copains. T'es bien d'accord, c'est la même chose. On appelait ça des marmites. Il n'empêche que voilà, quelqu'un de ma famille aurait pu être là. Ah ben voilà, ça c'est égoïste. Excuse-moi. Oui, mais bien sûr, mais tout à fait. C'est normal. Tout à fait. C'est normalement égoïste. D'être égoïste. Absolument, c'est normalement égoïste. Tout à fait. Je suis d'accord. Et donc c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Tu peux te consoler qu'en te disant, si tu en es certain, que personne de ta famille serait allé dans ce Bataclan de merde. Voilà. C'est la chose pour te consoler. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, ma mère est tellement folle qu'un soir, elle peut dire je vais aller au Bataclan. Aller voir un concert de hard rock à 85 ans. Tout à coup, elle a une folie, tu vois. Mais non, évidemment que non. Elle peut même pas marcher jusqu'à sa cuisine. Je vois pas l'intérêt qu'aurait l'État islamique de tuer ma mère dans sa cuisine. Jérémy Maco, bonsoir. Vous avez rejoint, vous êtes journaliste pour bfmtv.com et vous avez... Je suis désolé, un type comme ça est mon ennemi. C'est pas besoin d'être un musulman, pas besoin que son gouvernement ait bombardé mon pays, Deir ez-Zor ou Raqqa. En tant que tel, il est mon ennemi. Il est mon ennemi depuis 30 ans, 35 ans. Ce sont les mêmes. Les trentenaires sont les mêmes, de génération en génération. Là, c'est un peu nouveau, là, le vestimentaire, avec son petit pull en V, son torse velu, sa barbe, il est déjà gras et complètement stupide. Et c'est ça son univers. C'est la bière, c'est le concert de rock, le côté... C'est ce que j'ai appelé le mousse à l'eau. J'ai fait un texte en 93 où je dénonçais ce genre de type, qui a l'air tellement sympa, tellement mou, mais au fond de lui, c'est un salaud. Au fond de lui, c'est un enculé le fruit de toute cette civilisation ignoble, qui est devenue la civilisation française, qui est indéfendable. C'est exactement ce genre de type qui est mon ennemi. Ce genre de type qui déteste que tout art réel puisse apparaître, ou que toute pensée ait la liberté de s'exprimer aujourd'hui. Et peut-être qu'aucun des terroristes qui ont accompli l'opération du 13 novembre avait conscience à quel point ils avaient bien visé. Je parle de cette partie de la population parisienne qui sont les bobos du 11e arrondissement, ces fameux hipsters que je ne connaissais même pas, mais on appelle ça la gentrification, paraît-il. C'est donc des fils de riches, des faux artistes, des faux pauvres qui vont s'installer exprès dans des quartiers populaires pour pouvoir avoir l'air bohème et dans le coup et tout ça. Alors, on en avait connu un à une époque, un type qui faisait croire qu'il faisait de la peinture, et avant de sortir de chez lui pour aller prendre un verre, un cocktail à une terrasse du 11e, se mettait des coups de peinture comme ça avec ses pinceaux pour faire croire qu'il avait travaillé toute la journée. Alors que toute la journée il était sur son jeu vidéo où il écoutait du rock, du métal et tout ça. Donc on est toujours... C'est très très précis, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. C'est immanent, c'est des trucs qui les dépassent, je parle des Moudjahidines. Sans le savoir, mais j'en doute quand même, parce que ça fait quand même beaucoup de hasard. Donc le 11 septembre, ça a été très bien ciblé. Le Charlie, n'en parlons pas. Et là, c'est pareil. Le Bataclan, évidemment, c'est pas du tout hasardeux. Mais même la terrasse de café, c'est pas n'importe quel café. C'est le café de ces gens qui sont
pour moi des ennemis, qui représentent tout ce que je déteste, tout ce que nous détestons, et qui sont une armée aussi de combattants. Alors, il y a plusieurs sortes de combattants. Il y a le combattant dessinateur, à la Charbe, Cabu, Tinius, qui sont des combattants et puis des combattants, et puis d'autres sortes de combattants qui sont combattants par leur métier déjà, dans la com, dans le journalisme, dans la pub, dans tous ces métiers de branleurs, et qui ont une idéologie aussi. C'est contre cette idéologie aussi que beaucoup d'autres devraient se révolter, sans passer forcément par le terrorisme, mais parce que c'est des islamistes qui le font, ils trouvent ça irrecevable. Mais réfléchissez à ce que représentent ces gens qui ont cette idéologie bobo, et qui règnent, qui ont tout pouvoir, qui sont omnipotents sur la pensée française. Il y a même plus c'est même plus la gauche là, c'est une fausse gauche qui est en vérité d'extrême droite. C'est ce que j'appelais les bobos d'extrême droite dans Patience. Et on verra peut-être un jour carrément une guerre, alors là une vraie guerre de tranchées dans les rues, avec des barricades, une espèce de mai 68, avec d'un côté de la barricade les bobos et de l'autre côté les arabes. La guerre bobo-arabe est imminente, c'est pas impossible. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est ce qui me fait mal croire encore à un hasard et à un mauvais ciblage de cette population visée, c'est le café, les cafés. Les quelques cafés choisis, soi-disant par la force des choses dans le 11e, sont le fief, sont les forteresses de ces militants, de ces soldats du boboïsme. Par exemple, je voyais mal les moudjahidines veut dire frapper par exemple le Flore. C'est-à-dire Saint-Germain, c'est déjà ringard, c'est vieux. Saint-Germain, ils auraient fait des rafales au Flore, ils touchaient qui? Ils touchaient des vieux beaux de la pseudo-intelligentsia des années 70-80, et des types qui sont aux cheveux blancs, qui n'ont plus aucune prise sur la société, ni sur l'intellectualisme de notre époque. Et ils n'ont aucune influence. Tandis qu'en touchant des types qui sont des blogueurs, des types qui travaillent dans tous ces secteurs-là, et de l'Internet, ou de la pub, ou de la télé aussi, il y a beaucoup de gens qui sont de la télé, des régisseurs, des éclairagistes, enfin des petites secrétaires et tout ça, ils ont visé le cœur même de l'époque, et le cœur même, ce qu'ils appellent la perversité, ce que d'autres appellent la décadence, ce que d'autres appelleraient justement le boboïsme, tout ça, voilà, et qui est difficile à définir, parce qu'ils ont l'air sympas comme ça, soi-disant, mais ils ne sont pas sympas. Et une des preuves, et des choses qui m'a alerté, c'est en voyant en effet toutes les photos, les unes à côté des autres, de toutes les victimes, et bien ils se ressemblent, on dirait tous des frères et sœurs, ils appartiennent tous à la même caste, voilà. Et tout révolutionnaire se doit de frapper contre les castes qui ont le pouvoir contre eux. Donc ça sert strictement. Mais j'ai pas envie de me faire niquer par Onfray, tu vois, alors qu'il vient à la dernière minute et le mec il ramasse tout, tu vois, comme au casino. Exactement. Alors qu'il a rien dit, il a rien fait ce mec. Il est arrivé il y a 6 mois, il a changé complètement. Mais t'as vu, alors qu'il était hyper anti-arabe à fond. Et même, regarde, dans Patience 2, déjà, il y a 3 mois déjà, je le montrais pour ce qu'il est, quoi. Il se fait enculer par Finkielkraut, tu vois, avec. Je croyais que c'était une vraie faute. Tu vois, c'est ça. C'est ça en frère. Avec Gisbert ça le fait bander, bah oui mais c'est ça. Mais moi il me fait un poil putain. Je vais les déchirer ces pages là. Mais c'est Zemmour ça. Ça c'est voilà on frère où il en est. Il me fait un poil putain. Tu veux une gourdelle là pour te reposer? Ouais il me fait un poil qui claque bien. Voilà ça va pour. Voilà ça te va ça pour gourdelle. Ça c'est gourdelle ça. Je préfère quand même avec gourdelle. Tu préfères. Non mais c'est quand même scandaleux qu'Onfray il est en train de bouffer le terrain alors qu'il a rien fait ce con. C'est à toi Mais je fais ça. C'est pas à toi de démontrer que non mais Onfray il arrive chez Bourdin, il n'y a pas la même caisse. Ah oui exactement. Il arrive chez Bourdin et voilà. Bah oui voilà. Ah bah là c'est quoi demain c'est ma faute. Si demain tu vas chez Bourdin. Non mais franchement allez-y, tu fais en sorte que je fasse chez Bourdin. Allez menacer Bourdin. Brûler lui son enfant. J'avais marqué noir. Putain mais faites le boulot. Il faut faire le boulot depuis des ans putain. Allez liquider les conspis qui m'ont fait chier, tous les gourous qui m'ont cassé mon image, et allez menacer les mecs des médias pour qu'ils m'invitent. C'est ça. Kidnapper l'enfant de Bourdin et torturer là. Imagine dans une semaine l'enfant de Bourdin qui est kidnappé. Putain, on va finir à la truc. Non, c'est lui, non, c'est lui. Exactement, et moi je tu vas voir, déjà il ramènera moi sa gueule Bourdin si je viens et que son enfant a été kidnappé par mes hommes. Ils voudront pas t'inviter. Mais je le sais,
mais putain, mais c'est pas ma faute. T'es connu pour tes dérapages. Je sais Selon bien. eux, c'est des dérapages. Exactement, alors que c'est que la vérité. Tu donnes un peu de sel. Et qu'on arrête avec Onfray, c'est à vous au moins de faire le boulot, de montrer qu'Onfray est un enculé. C'est parce que lui et Onfray n'ont pas du tout le même discours, tu vois. Exactement. Ça a rien à voir. Exactement. On attend qu'Onfray parle de Daesh en positif, on va voir. On va voir ce qu'il va dire. Pour l'instant, il se contente de attaquer Hollande. Tu vois? Non, il le fera jamais. De reprocher à la France. Et puis n'oubliez pas, c'est à vous. Mais au moins, faut quand même dire qu'il a quand même dit une vérité. Oui, mais c'est un débat Non, mais dégueulasse avec on sait très bien que c'est un laïc, c'est un athée, qui déteste les musulmans, etc. Alors redites-le. Oui, mais on le sait, tout ça, on n'est pas couché. On n'a pas attendu que tu nous le dises ce soir. À l'époque de Charlie, il est intervenu pour Charlie, il est venu chez Ruquier, il a dit des choses dégueulasses. Vraiment ignoblement et racistes et au bas de gamme, arabophobes de base. Que les musulmans qui s'extasient sur 2 phrases qu'il a dites contre François Hollande s'en rappellent. Mais est-ce qu'ils s'extasient ou simplement ils sont contents d'entendre quelqu'un qui dit ça? Ça revient au même. Non, mais est-ce que c'est pas le même de l'intensité de Est-ce qu'il n'est pas en sentiment. train de remplir la case du mal-pensant de gauche? Est-ce que c'est pas. Ouais, alors moi je suis quoi? Je suis mal-pensant de Non, droite. lui, non, mais. Non, mal-pensant tout court. Ah ouais, Parce que voilà, il y a Zemmour à droite et on fait peut-être le mal-pensant. Ben c'est pour ça qu'il s'encule. Ben voilà, c'est pour ça qu'il Il n'y a pas de clivage gauche-droite. C'est pour ça que Zemmour lui met la main au cul, lui met la main dans le cul. Zemmour aime beaucoup. Voilà. Zemmour aime beaucoup. Et c'est Finkielkraut, il est sur la même ligne que Finkielkraut. C'est incroyable la mémoire courte. Il y a encore quelques semaines, il faisait la une du Point avec une semaine c'était Zemmour, une semaine c'était Onfray, une semaine c'était Finkielkraut, une semaine c'était Houellebecq. Il y en a marre quoi. Alors demain si Houellebecq il dit oui, d'ailleurs il l'a dit, François Hollande c'est un enculé, alors les musulmans disent oh c'est génial, bravo. Il a parlé des frappes, de détruire la Libye. Mais de toute façon c'est ça. Il y a des personnes qui cherchent. C'est pourquoi il fait ça lui. Lui il reproche à Hollande d'avoir laissé passer des terroristes qui. D'avoir détruit des pays qui ont amené des terroristes. Il s'en fout de les bombardements. On est d'accord. Il s'en fout. En fait la différence c'est un peu. Mais on le sait ça aussi. Mais après est-ce qu'on te. Non, mais je ne me plains pas de ça, je reconnais que c'est vrai. On sent que t'as un vécu un peu meurtri. Bah putain, mais il y a de quoi, non? Je le sais. Il y a de quoi, non? Je t'ai pas dit le contraire, mais je sais que c'est ce qui parle. Ah bah ouais, excuse-moi, ouais, d'accord. Je vais cacher ma meurtrissure pour faire plaisir. Bah non, on n'a pas dit le contraire. Mais on t'a dit la meurtrissure, c'est une bouche. La meurtrissure par laquelle sortira encore plus de vérité dans la gueule des enculés. Et par ailleurs, c'est ce qui me pose question dans ta littérature aussi, toujours, tu vois, qui m'apprend par ailleurs, mais qui est quand même celle qui se revendique de Blois, Suarez, tu vois, Céline, etc., qui sont par ailleurs de grands écrivains, mais qui est une littérature du ressentiment par ailleurs. Et je dis pas qu'il n'y a pas une forme de pureté par là, tu vois, qui peut être touchée, tu vois, mais qui est pas celle qui me donne le plus à respirer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton problème. Ok. Je dirais le contraire de ce que disait le frère Kouachi. Ce n'est pas ton problème, quand il répond aux journalistes de BFM. Ouais. Là, je dis c'est ton problème. Je fais de l'anti-phrase kouachienne. Non, mais le ressentiment, c'est toi qui appelles ça comme ça. Il ne faut pas tomber là-dedans, sinon tu dis la même chose que les autres détracteurs ont dit pendant des années, tu vois. Voilà, il n'y a aucun ressentiment, ni chez Céline, ni chez Blois, ni chez Suarez, ni tout ça, voilà. Tu saurais m'en dire un peu plus? Je saurais le dire. Je vais même beaucoup écrire. Non, c'est d'une pureté totale. Mais c'est marrant parce que tu parles de Blois, on aurait pu faire aussi le... Moi j'ai commencé à lire Blois sur tes conseils, du coup je trouve ça très puissant. Merci pour lui. Mais là, tu vois, il y a une correspondance, par exemple, tu sais lui s'est carrément réjoui, non seulement évidemment du Titanic, il a été un contemporain du Titanic en 1912. Et pour lui c'était une catastrophe bénie. Parce que tous ces Richards, toutes ces pourritures, en plus protestantes, puisque c'est des Anglais pour la plupart, qui sont morts dans ce bateau qui était prétendu être insubmersible. Et il a trouvé ça super, tu vois. Et mieux que ça, il y a eu, tu sais, un grand incendie dans ce qu'on appelle le bazar de la Charité. C'était le genre de BHV, quoi, voilà, ou des Galeries Lafayette, à Paris, hein, voilà. Et là, il y a eu, je ne sais plus combien, des centaines de morts. Hein. Voilà, il a trouvé ça absolument magnifique, un grand signe de Dieu qui descend, voilà, c'est tout. Donc il faut savoir faire la différence entre les accidents et les horreurs qui peuvent arriver et qui sont complètement inattendues, inexplicables et surtout qui n'ont pas de responsabilité ni humaine ni même divine. Et puis les autres qui sont des choses tout à fait prévisibles, qui viennent de la connerie des êtres humains, qui sont des espèces de punitions
du ciel contre la vulgarité, la vraie barbarie de la civilisation, tu vois, poussée à un terme d'indécence tel que tout esprit pur ne peut que ne pas la déplorer. Tu vois, voilà, c'est ça. Bon, c'est exactement cet esprit qui habitait Blois, tu vois, voilà. Là, on ne peut pas déplorer des gens qui sont si inconscients, et qui étaient inconscients et qui continuent à être inconscients. Moi, avec ces morts, en même temps que ces morts, si tu veux, même devant ces morts, j'ai des armées non seulement, je te répète, d'enfants de Syriens, mais même de Syriens qui ont été bombardés par Bachar al-Assad, d'autres Irakiens bombardés par les armées de Bush depuis 15 ans, et puis les autres, et puis ce qui s'est passé en Irak, puis les tortures d'Abu Ghraib, puis les tortures que les miliciens chiites ont opérées dans les prisons, au service des Américains, etc. C'est des corps et des corps et des corps et des milliers de corps que j'ai, moi, tu vois, sous les yeux. Ça m'empêche de voir le bobo qui adore le rock et qui tombe sous les balles d'un djihadiste qui est un bras cassé, qui est un type qui n'est pas organisé, c'est n'importe quoi, on le sait bien. On ne peut pas faire d'eux des héros, si tu veux, mais on peut en faire de toute façon des martyrs, et qui sont ou manipulés ou pas manipulés, en tout cas qui sont habités par une foi, non pas religieuse, mais une foi en la justice, ou au moins en l'équité. On ne demande même pas la justice, l'équité, de savoir, et contre un peuple, et frapper au cœur du peuple d'innocents coupables, de ne pas être conscient de ce qui se passe ailleurs à cause d'eux. Et c'est ça, cette dialectique qu'il faudrait un jour expliquer. Mais on ne peut pas le faire, puisque les médias sont bouchés, les journaux sont bouchés, Internet est bouché, tout est envahi par une montée de boue, tu vois, une horreur, une inondation boueuse de la pensée qui fait que c'est inaccessible à l'intellect. Alors on dit qu'ils crèvent, voilà. Et là je reprends la formule choronnienne, tu vois, voilà. Mais ça, je suis persuadé, enfin j'entends très bien tout ce que tu dis et j'en suis intimement convaincu. De là à se réjouir, je trouve qu'il y a un pas qui est sauté et qui est... Je ne me réjouis pas, je comprends pourquoi Dieu a voulu ça. On est d'accord? Et que dès qu'on parle de Dieu, on est obligé, sinon de se réjouir, en tout cas de lui rendre grâce. D'accord? On est d'accord, voilà. C'est là où je redeviens religieux, tu vois? C'est pas dans la religiosité des types qui ont fait ça. Voilà, et quand on voit les mecs, les abrutis, qui disent ah ben, de toute façon c'est pas des musulmans, puisqu'ils ils fumaient de la drogue, ils dealaient, ils faisaient des braquages, ils buvaient de l'alcool. Celle qui s'est soi-disant fait sauter à Saint-Denis, ce n'est pas d'ailleurs une kamikaze, elle s'est pas fait sauter, c'est la bombe de son copain à côté qui a explosé et elle a sauté avec. Donc c'est différent. Là, déjà, ça va leur faire rabaisser leur petit fantasme, soi-disant féministe, qui ne peuvent pas supporter une femme voilée qui se fait sauter avec une ceinture. Voilà. Et pour eux c'est ça, elle était prostituée, elle était, etc. Donc vous voyez que ça ne peut pas être des combattants de la foi de l'islam et tout. Mais ça n'a rien à voir ça. C'est pas, on s'en fout, ils ne sont pas là pour être des religieux à ce moment-là dans le sens islamique strict. Ils sont là pour ouvrir les yeux, pour faire ouvrir les yeux des autres. Et pour faire ouvrir les yeux de certains, eh ben, il faut faire fermer les yeux d'autres. Avance, 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 sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, 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 guerrier invaincu, l'épée à la main tu l'es. Communiqué sur l'attaque bénie de Paris contre la France croisée, samedi 2 du mois de Safar, de l'année 1437 de l'Hégire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah le Très-Haut a dit, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Chapitre 59, verset 2. Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants des soldats du califat, qu'Allah lui donne la puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. Un groupe ayant divorcé la vie d'ici-bas s'est avancé vers leur ennemi, cherchant la mort dans le sentier d'Allah, secourant sa religion, son prophète et ses alliés, et voulant humilier ses ennemis. Ils ont été véridiques avec Allah. Nous les considérons comme tels. Allah a conquis par leurs mains et a jeté la crainte dans le cœur des croisés dans leur propre terre. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française, le Stade de France. Lors du match des 2 pays croisés, la France et l'Allemagne, auquel assistait l'imbécile de France, François Hollande,
Le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans les 10e, le 11e et le 18e arrondissements, et ce, simultanément. Paris a tremblé sous leurs pieds et ces rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. Allah a facilité à nos frères et leur a accordé ce qu'ils espéraient, le martyre. Ils ont déclenché la ceinture d'explosifs au milieu de ces mécréants après avoir épuisé leurs munitions. Qu'Allah les accepte parmi les martyrs et nous permette de les rejoindre. La France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent les principales cibles de l'État islamique, qu'ils continueront à sentir l'odeur de la mort pour avoir pris la tête de la croisade, avoir osé insulter notre prophète, s'être vanté de combattre l'islam en France et frapper les musulmans en terre du califat, avec leurs avions qui ne leur ont profité en rien dans les rues malodorantes de Paris. Cette attaque n'est que le début de la tempête et un avertissement pour ceux qui veulent méditer et tirer des leçons. Allah le Très Grand a dit, or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Chapitre 63, verset 8. Avance, 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 sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, 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 guerrier invaincu, l'épée à la main, tue les soldats du diable sans hésitation, fais-les saigner même dans leurs habitations. N'aie peur de rien, fonce tout droit vers le beau nom, le chant de la bataille et le chant des honneurs. Dans cette guerre, tu as tout à y gagner, à beau jour, ta sueur et ton sang vont témoigner. Bats-toi jusqu'à la rencontre du Tout-Puissant, en courant vers ta proie tel un lion rugissant. Avance, 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 sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, 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 guerrier invaincu, l'épée à la main, tu les apostats que le diable a égaré. Avec les gens du faux la garer, déclarer plus de polémique ni de philosophie. Soit tu les tues, soit ils te tuent, que du profit.